On empoisonne l'environnement et on empoisonne les hommes à travers l'environnement par des perturbateurs endocriniens, pesticides, bisphénol A et autres. Et après, ce qui se passe, c'est que forcément ça a des retentissements au niveau endocrinien des organismes humains. Et on va produire des perturbateurs endocriniens chimiques pour essayer d'agir là-dessus. Et je m'explique. Donc, les analogues agonistes GnRH, Enantone, pour donner quelques noms de marques, Enantone, Decapeptyl, Zoladex, Synarel, il y en a là encore toute une panoplie, tous du pareil au même, mais comme je disais, c'est des MeToo. Moi aussi, j'en veux. Donc, bonnet blanc et blanc bonnet. Donc, au départ, on a produit le premier d'entre eux, l'Enantone, pour le cancer de la prostate. Donc on disait, puisque la plupart des cancers de la prostate sont hormonodépendants, donc du coup, une fois qu'on aura opéré, fait la radiothérapie, je ne sais quoi, donc déjà c'est un cancer qui est surdépisté, et je crois qu'on doit dire un mot du surdépistage des cancers, toujours pour rester dans le sujet, et des surtraitements, cancer du sein, cancer de la prostate, un surdépistage absolument incroyable avec des conséquences, traitements inutiles, faux positifs, petites tumeurs de rien du tout qui n'auraient jamais rien provoqué. Enfin bon, donc ça c'est encore un autre sujet, on pourra revenir si vous voulez dans la discussion. Donc pour l'Enantone, prescrit dans le cancer de la prostate, et après, qu'est-ce que se sont dit les laboratoires? Comme tout à l'heure, étendre le champ. Donc du coup, ils se sont dit, il faut étendre ça aux maladies non cancéreuses, mais pour tout ce qui a un rapport avec des hormones. Donc tout ce qui est endocrinien peut être susceptible d'être traité par un tel médicament qui, encore une fois, était autorisé sur la base d'un rapport bénéfice-risque qui était calculé pour des cas de cancer. Et on ne prend pas les mêmes... on peut se permettre à un moment donné de prendre certains risques s'il s'agit de traiter un cancer, voilà, mais ce n'est pas la même chose s'il s'agit de traiter des maladies bénignes. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé aussi sur la base d'un certain nombre de fraudes qui ont été détectées aux États-Unis, mais qui ne sont absolument pas mentionnées en France. Enfin, moi, j'en ai parlé, mais bon, encore une fois, c'est pas de moi qu'il s'agit ici. On a étendu ces médicaments à des maladies comme l'endométriose, qui d'ailleurs a une solution uniquement chirurgicale, mais au lieu d'opérer de nos jours et de guérir ces femmes en 1 à 2 opérations, parce que parfois ça peut être très étendu, on va les médicamenter très lourdement pendant des dizaines d'années. Donc c'est bien sûr, côté financier, c'est tout bénef. On a étendu ça à la puberté précoce, et c'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'ironie du sort, c'est-à-dire les perturbateurs endocriniens qui provoquent des dégâts sur l'organisme humain et qui vont donc abaisser l'âge de la puberté. Donc on aura une puberté de plus en plus précoce, avec des cas même de puberté chez des petites filles de 4-5 ans, voilà, et de plus en plus 7-8 ans. Et au lieu d'agir sur l'environnement et d'interdire les perturbateurs endocriniens, on va en produire un chimique et on va médicamenter ces jeunes filles. La plupart du temps, c'est chez les jeunes filles que ça arrive. Et on va les médicamenter, et en plus, on va là encore étendre le champ, puisque normalement, ces médicaments ne devraient être prescrits que chez les jeunes filles de moins de 8 ans, parce qu'on considère qu'au-delà de 8 ans, la puberté est normale. Mais les leaders d'opinion, c'est-à-dire ces grands professeurs et autres médecins qui ont des conflits d'intérêts avec les labos, tiennent un discours qui est plutôt de la propagande pour dire aux parents « Ah oui, mais attention, si votre petite fille a ses règles à 9 ans, elle ne sera pas très grande, hein. » Donc du coup, vous avez des
une médicamentation pendant des années avec des risques énormes, je n'ai pas le temps ici de les détailler, parce qu'il faut finir effectivement, pour espérer gagner 3 cm en moyenne, si jamais ça arrive, donc avec des risques énormes. On prescrit cela, il faut absolument que je le dise, on prescrit ces médicaments-là aussi dans la procréation médicalement assistée. Donc là encore, vous voyez l'ironie du sort, c'est-à-dire infertilité ou hypofertilité, voire stérilité, parce qu'il y a des problèmes d'environnement. Bon, il peut y avoir d'autres problèmes. Là, j'essaye de rester simplement dans le champ de la discussion d'aujourd'hui. Et donc, infertilité, voilà, et on va utiliser ces perturbateurs endocriniens chimiques pour, soi-disant, résoudre ça. Et nous aurons là-dedans un scandale qui sera semblable à celui du Distilbène, puisque ces médicaments utilisés dans la procréation médicalement assistée ont une réaction en 2 temps, et la première phase de leur réaction est exactement comme celle du Distilbène, c'est-à-dire une hausse très importante des estrogènes dans ce cas, puisque on parle des femmes. Donc il y a beaucoup de choses, et je préfère toujours avoir des exemples concrets et des dossiers concrets, parce que voilà, il y a certainement parmi vous des gens qui ont quelqu'un ou se voient eux-mêmes ou quelqu'un de leur famille prescrire un analogue agoniste GnRH, un anticorps monoclonal, soit en endométriose, soit en cancer du sein, en puberté précoce. On arrive vraiment à des absurdités. N'importe quel syndrome inflammatoire pelvien de nos jours, on dit ouais bon ça doit être les ovaires, on prescrit je ne sais pas un décapeptile, une énantone ou je ne sais quoi. On arrive à les prescrire même dans les fibromes. On sait très bien qu'un fibrome qui est important et qui pose des problèmes n'a qu'une seule solution, l'opération, le sortir de là. Soit il pose problème, alors on le sort de là, soit il ne pose pas de problème, alors on le laisse tranquille. Et qu'est-ce qu'on fait pour gagner plus de fric? Eh bien, on prescrit ces médicaments-là, voilà, qui n'ont absolument aucune utilité. Alors bon, j'ai préféré donner des exemples. Bon, on m'a demandé aussi de présenter la Fondation Sciences Citoyennes, voilà, donc outre mes activités sur pharmacritique, mais des activités, je ne suis ni journaliste, ni quoi que ce soit, je suis juste une citoyenne lambda qui a accès à des informations et essaye de les faire passer. Voilà. Donc outre ça, je fais aussi partie du conseil d'administration de la Fondation Sciences Citoyennes qui a donné un certain nombre de lanceurs d'alerte, puisqu'elle a même été fondée par des lanceurs d'alerte comme André Cicolella ou Jacques Testard, Christian Vello et d'autres, donc sur des questions d'OGM, de perturbateurs endocriniens, limites et dérapages de la procréation médicalement assistée, et ainsi de suite. Donc c'est une association qui milite pour une véritable démocratie participative et la mise en place d'un certain nombre de formes de démocratie participative dignes de ce nom, comme les conventions de citoyens, et puis aussi pour que les citoyens reprennent en main la décision sur les questions de choix technologiques et scientifiques. Donc la science ne nous dépasse pas, la technologie ne nous dépasse pas, il suffit de regarder pour voilà, s'informer, avoir une conscience critique et décider en fonction d'un certain nombre de formations qui pourraient être faites par exemple par des experts dans des expertises contradictoires, pluralistes et ainsi de suite. Et bon, il faut que je réagisse quand même à une notion qui a été abordée à plusieurs reprises ici, c'est le consentement éclairé. Eh bien non, je suis totalement en désaccord avec ça, parce que ça veut dire qu'on obtient le consentement, c'est-à-dire que finalement le patient arrivera au positif
propositions, arrivera à consentir à ce que lui a proposé soit le médecin, soit peu importe quel thérapeute d'ailleurs, parce qu'on ne parle pas que de la médecine conventionnelle ici. Donc non, il faut s'orienter comment dire, vers les termes anglo-saxons. Mais j'ai essayé justement dans mes activités de faire passer un certain nombre de choses. Par exemple, j'ai popularisé en France, bon, d'abord en donnant ça à des organisations de médecins comme le Forum MDEP, populariser le Sunshine Act, populariser un certain nombre de dispositifs qui existent aux États-Unis. Et là, pour ce qui est de ce que pourrait remplacer le consentement éclairé, eh bien, orientons-nous vers ce qu'on appelle shared decision making, c'est-à-dire une décision médicale partagée, et vers ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons empowerment, c'est-à-dire c'est une sorte de, je ne vais pas traduire ça comme par prise de pouvoir, mais on devrait, on est en République, le citoyen républicain a par définition le privilège de pouvoir et de devoir se mêler de tout. Donc il devrait avoir le pouvoir de dire ce qu'il pense partout et de participer à la décision partout. Ne pensons qu'à ça, le citoyen républicain, tout simplement. On n'a pas besoin de faire la révolution, juste se rappeler des principales caractéristiques de ce régime. Voilà, merci. Merci à vous.